je vais pour commencer, reprendre une expression qui est très chère à Catherine Barthélémy, le neurodéveloppement tout au long de la vie. Vous savez que c'est un peu provoquant parce que pendant longtemps, on considérait que le neurodéveloppement, c'était la période, on va dire, prénatale, éventuellement à la naissance, un peu après dans l'enfance. Puis après, on s'est rendu compte que finalement, ce neurodéveloppement, alors on peut l'appeler aussi maturation cérébrale, il se poursuivait dans le temps. Et vous voyez que finalement, sur la partie droite, donc on a effectivement du neurodéveloppement, la fabrication des neurones, la migration cellulaire, très importante pour la mise en place des différentes couches de neurones dans le cerveau, la fabrication de la substance blanche, enfin tout ça c'est très difficile. Vous savez qu'on a décrypté maintenant plus de 1000 types de cellules dans le cerveau, donc c'est extrêmement fascinant mais extrêmement complexe. Il y a des connexions entre les neurones, donc la synapse, etc. Donc ça c'est les périodes, on va dire, jusqu'à l'âge de 5 à 10 ans. Et puis, vous voyez apparaître d'autres choses plutôt autour de 15-20 ans. La myélinisation, c'est-à-dire la fabrication de la gaine de myéline autour des axones, donc ce qui permet d'accélérer la transmission du signal, qui va jusqu'à 15, presque 20 ans. Et puis, ce qu'on appelle le synaptic pruning, ou l'élagage synaptique en français, qui est la façon d'apprendre, puisqu'en fait, on apprend en coupant les connexions entre certains neurones. Et donc, c'est normal d'avoir une maturation jusqu'à 20 ans, 25 ans, même peut-être 30 ans. Et ce neurodéveloppement qui se poursuit au moment de l'adolescence et de l'âge jeune adulte, il est très probablement en cause avec une évolution des symptômes au cours de la vie. Globalement, l'autisme s'est diagnostiqué autour de 3 ans, à peu près, 2-3 ans. On peut voir des signes des fois plus tôt. L'hyperactivité avec déficit attentionnel, c'est plutôt à l'âge scolaire, 6-7 ans qu'on commence à s'en préoccuper. Mais l'anxiété, ça peut naître assez tôt. On voit assez tôt des comportements anxieux chez les enfants. Et puis, quand on poursuit les choses, on voit l'apparition, des fois, de troubles psychiatriques, de troubles du comportement plutôt à l'adolescence, l'âge jeune adulte. Et vous voyez ici les âges d'apparition des maladies psychiatriques, schizophrénie, autour de 15-25 ans, troubles bipolaires à peu près dans la même période, et puis la dépression, qui concerne beaucoup de patients, beaucoup de familles, évidemment par ricochet, mais aussi beaucoup de patients et qui est probablement un peu négligé dans ces troubles du neurodéveloppement. On considérait pendant longtemps que les personnes autistes ne pouvaient pas être déprimées et on sous-diagnostique probablement ces dépressions qui pourtant s'expriment parfois par non pas par des plaintes directes, mais par des problèmes de comportement et qu'il faut pouvoir reconnaître. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de continuité entre ce neurodéveloppement, ces troubles psychiatriques à l'âge adulte. Et donc c'est pour ça qu'un psychiatre d'adulte, comme je suis, s'intéresse à ces questions-là. On s'y intéresse, alors moi, avec un prisme plutôt autour des maladies génétiques, et je vais vous donner 3 exemples qui illustrent parfaitement, je trouve, cette évolution au cours de la vie. Le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Di-George. Alors, c'est la délétion au niveau du chromosome 22, donc un chromosome qui vient du père, un qui vient de la mère, et puis sur l'un des chromosomes, sur le bras qui est un peu plus long du chromosome, le bras Q, on peut avoir une perte d'une certaine région, qui est la région 1.1, comme disent les généticiens, ou 11, si on veut raccourcir. Et donc, cette délétion 22q11, elle est très connue, parce que c'est une maladie rare, mais qui n'est pas si rare. On estime qu'il y a une personne sur 2500, à peu près. Alors, je me suis renseigné, parce que je ne connaissais pas bien Monaco, et j'ai eu la chance hier de discuter avec un collègue qui travaille sur tout ce qui est imposition, et je vais le citer quand même, c'est Antoine, qui nous a fait découvrir un peu Monaco. Alors, il ne m'a pas dévoilé tous les secrets, mais il m'a dévoilé quelques secrets, notamment le nombre d'habitants. Il m'a dit qu'il y avait 38 000 habitants à Monaco. Après, des mouvements pendulaires, etc., mais 38 000 habitants. Donc, j'ai compté si vous êtes dans la même fréquence probablement que le reste de la population mondiale, ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui ont une délétion 22q11 sur Monaco, statistiquement. Peut-être qu'il y en a un peu plus, un peu moins, c'est les jeux des statistiques, mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas si rare quand même, par rapport aux maladies rares. Et cette particularité génétique, elle fait qu'on a des atteintes dans plusieurs organes. Alors vous voyez un peu un schéma ici, donc ça peut toucher, classiquement ça touche les problèmes cardiaques, il peut y avoir des malformations cardiaques, des problèmes au niveau du voile du palais, ça c'est assez fréquent, des problèmes psychiatriques, mais d'autres problèmes aussi au niveau des parathyroïdes, du thymus, etc. Donc généralement, quand on voit des enfants ou des adultes qui ont plusieurs problèmes, soit ils ont tiré le mauvais numéro et ils ont eu plusieurs fois pas de chance, soit il y a une cause unique qui explique tout. Et donc finalement, ce syndrome, on a trouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est on va dire 20 ans peut-être, à peu près 20-30 ans, que c'était lié à une anomalie chromosomique avec cette délétion. Maintenant, il y a des enfants qui sont suivis, qui deviennent adultes, et on sait un peu le timing des interventions. On sait que, par exemple, généralement, s'il y a un problème cardiaque, ce n'est pas tous les enfants, mais il y a des problèmes cardiaques où c'est ce syndrome-là, il vaut mieux, on les diagnostique généralement à la naissance, on voit assez rapidement. Donc vous voyez que, par exemple, les cardiologues, ici, en rouge, là, ils voient surtout dans l'enfance, très précoce,
Et puis finalement, on a un peu moins besoin d'un cardiologue en grandissant. On a été opéré, ça se passe bien, il y a un petit suivi au début, puis après on espace les consultations, puis on laisse l'enfant tranquille et grandir. Vous voyez que par exemple, c'est le même cas pour la génétique. La génétique, elle est très impliquée au début, puis une fois qu'on a fait le diagnostic, on continue à voir les patients, mais c'est moins intense. Vous voyez par contre, la psychiatrie, c'est l'inverse. On s'en occupe pas du tout dans l'enfance, parce que c'est pas l'urgence, parce qu'on est en train de prendre en charge l'enfant sur le plan cardiaque. Et puis vous voyez que plus on avance, plus ça devient rouge ici, plus ça devient intense et important, les problèmes psychiatriques. Et donc finalement, ça veut dire que le timing des interventions médicales au cours de la vie d'un enfant qui a une anomalie génétique, elle va changer. Le timing, il va être différent en fonction des âges. Alors voyons, si on focus un peu sur cette question psychiatrique qui nous intéresse, regardez un peu la courbe des symptômes psychiatriques. Alors c'est des études qui sont un peu difficiles à mener, donc c'est plutôt un résumé un peu des études. Vous voyez par exemple, quasiment 50% de ces patients, là, la courbe jaune, ont un trouble du spectre de l'autisme. Pas tous les patients, mais c'est quand même 50% des porteurs de cette anomalie génétique. Vous voyez aussi des gros problèmes d'anxiété ici, en rouge, donc quasiment 50% des patients. Là, classiquement, quand on voit un patient jeune avec cette délétion-là, je peux vous dire, souvent on le voit avec un peu d'hyperactivité, quelques difficultés d'interaction sociale et des problèmes d'anxiété. Et puis quand on les voit à l'adolescence, ces patients-là, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'apparition de troubles dépressifs, là, des mood disorders, en orange, vous voyez, surtout à l'âge jeune adulte, notamment quand il y a une demande sociale qui devient un peu plus insistante, qui a besoin d'une insertion professionnelle ou scolaire, c'est des difficultés. Et puis vous voyez aussi monter ici ce qu'on appelle les symptômes psychiatriques et l'apparition d'une schizophrénie, là, qui va toucher jusqu'à 40% des patients à peu près. Donc c'est-à-dire que c'est des patients qui, on le sait, à la naissance, on les diagnostique sur des problèmes cardiaques, on va faire la génétique, et après, les parents, et c'est terrible, vivent avec une sorte d'épée de Damoclès en se disant, mais à un moment, mon enfant va peut-être développer des troubles psychiatriques. Donc là, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire de l'intervention précoce chez ces patients-là et de savoir si on ne peut pas prévenir l'apparition des symptômes retardés en psychiatrie. Pourquoi il y a ces symptômes-là, pourquoi il y a ces phénomènes-là? C'est que la trajectoire du développement cérébral, elle est importante et elle va s'accentuer avec l'âge. Vous voyez, par exemple, ça c'est des courbes un peu théoriques sur la schizophrénie, mais si vous avez un problème, par exemple, de fabrication de synapses excitatrices, ici, en haut, là, et bien finalement, avec le temps, la maturation cérébrale va vous avoir conduit vers une trajectoire qui est particulière et vous allez risquer d'avoir des développements anormaux plus tard, de maturation cérébrale et donc de troubles psychiatriques. Donc ça, c'est un peu un cas emblématique, la délétion 22q11, qu'on voit parce que c'est des patients avec des traits autistiques qui évoluent, pas tous heureusement, mais certains évoluent vers des histoires psychiatriques. Alors un autre exemple qui est un peu plus bas sur le même chromosome, le chromosome 22 il est intéressant, c'est un tout petit chromosome, il est très intéressant, si vous allez un peu plus bas, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Phelan-McDermid, c'est une délétion au niveau du chromosome 22, mais cette fois la région non plus Q11 mais Q13, un peu plus bas dans le chromosome. Et ça touche un gène qu'on connaît maintenant depuis quasiment 20 ans, je pense qu'être 20-30 ans à peu près. C'est des travaux français d'ailleurs qui l'ont mis en avance, donc l'équipe de Tours, l'équipe de Thomas Bourgeron. On voit une délétion d'un gène particulier qui s'appelle le gène SHANK3. Et ce gène il est très important parce qu'il va toucher aussi le cerveau, permettre la communication entre les neurones, ces fameuses synapses. Et donc vous voyez toute une série de symptômes que peuvent avoir les patients. Et donc ça on connaissait très bien parce que c'est rare, mais ça explique quand même un certain nombre de cas de patients avec autisme, de retard aussi du développement du langage, de retard des acquisitions. Donc vous voyez que cette histoire d'autisme qui évolue vers les troubles du neurodéveloppement, finalement, c'est expliqué aussi par la science. C'est qu'en fait, tout ça, il y a beaucoup de comorbidités, ou en tout cas de symptômes qui accompagnent les phénomènes d'autisme. Et donc, du coup, vous avez souvent plein de différents troubles du neurodéveloppement. Par contre, ce qu'on a découvert depuis pas si longtemps que ça, peut-être une dizaine d'années, c'est que à l'adolescence, il se passait des phénomènes très bizarres avec ces patients, et les collègues de Nice aussi l'ont bien écrit dans des séries de patients. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes plutôt qu'on appelle de catatonie, donc c'est des patients qui vont avoir des postures, vont maintenir des postures, donc vous leur mettez le bras en l'air, ils vont rester avec le bras en l'air, ils vont avoir une réduction de la parole, une lenteur d'initiation des actions. Et puis, à un moment, la catatonie va s'inverser, il va y avoir une sorte d'agitation sans raison, sans but. C'est-à-dire qu'on peut s'agiter parce qu'on veut attraper un gâteau, parce qu'on veut regarder un film, etc. Mais là, c'est des agitations, les patients se mettent à courir dans tous les sens, à crier. Et donc, il y a des variations comme ça de prostration, excitation, on a fait un parallèle psychiatrie avec le trouble bipolaire. Donc, il y a des collègues qui se sont lancés dans des essais cliniques sur cette maladie-là pour essayer de mettre un traitement par lithium.
Donc il y a un essai clinique en cours en ce moment, piloté par l'hôpital Robert Debré. Mais il y a aussi donc une possibilité de traiter ces épisodes de catatonie. Et c'est ce qu'on a fait avec des collègues dans notre hôpital. On a publié cette histoire-là, donc à partir de 4 cas. Donc vous voyez que c'est peu, mais c'est quand même assez efficace. On fait ce qu'on appelle de la stimulation magnétique, qui s'appelle de la TDCS. Donc c'est à courant continu. Donc on met une petite électrode à l'avant, une petite électrode à l'arrière. On envoie un courant et ça stimule globalement les neurones. Alors c'est totalement sans danger. Il n'y a pas d'effet secondaire. Le patient est réveillé. Il y a une très bonne tolérance. Et petit à petit, en répétant les séances pendant 2 semaines, en faisant 2 séances par jour, on a montré que ça améliorait les symptômes des patients. Vous voyez ces courbes là, patient par patient, en gros, tout ça, ça diminue on résout jusqu'à 70% des symptômes de catatonie. On n'a pas guéri l'autisme, je ne vous dis pas ça, on ne peut pas vous laisser de faux espoirs, mais par contre, sur les symptômes de catatonie pure, donc de variation entre prostration et agitation, on a réduit ces symptômes-là et on a même amélioré un peu le langage de ces patients-là. Le problème, c'est que quand on arrête la stimulation, au bout d'1 mois, 2 mois, ça commence à rechuter. Donc maintenant, on discute de pouvoir faire ça à la maison, de former les parents à faire ce type d'intervention, spécifiquement sur ces patients avec ce syndrome-là. Autre exemple, on sort un tout petit peu du champ des maladies rares, ce qui n'est pas si rare, la trisomie 21, donc c'est une personne sur 700, donc c'est assez fréquent. Je vous laisserai faire le calcul, combien ça représente de personnes sur Monaco. Ce qu'on appelle avant le syndrome de Down, c'est 3 chromosomes 21. Or, il se trouve que sur ce chromosome 21, vous avez un gène qui est le gène APP. Donc, c'est un gène qui peut-être ne vous dit pas grand-chose, sauf pour ceux qui s'intéressent un peu à la question de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est un gène qui est donné qui est en cause dans la maladie d'Alzheimer avec des accumulations de ce peptide qui dépend de APP, donc ce qu'on appelle le peptide amyloïde. Et donc, ça fait des plaques amyloïdes, et puis ça entraîne toute une cascade qui donne la maladie d'Alzheimer chez les personnes. Et donc, on sait depuis assez longtemps que ces patients avec une trisomie 21 sont à un risque plus élevé de développer des maladies d'Alzheimer, surtout un peu jeunes. Et donc, effectivement, c'est décrit. Il y a des patients qui, autour de 50 ans, commencent à avoir ce type de dépôt de plaques amyloïdes dans le cerveau. Et donc, pendant longtemps, on disait, voilà, un patient qui, avec une trisomie 21, perd des acquisitions, qui régresse au cours du temps, c'est probablement une maladie d'Alzheimer, etc. Oui, mais... Et ça, c'est important à le savoir, c'est qu'il y a aussi des dysrégulations immunitaires qui sont liées à la trisomie 21. Il y a des très très beaux papiers là-dessus. Et on a découvert une nouvelle entité récemment, puisqu'il y a le consensus d'experts il y a à peu près 1 an, pour décrire ce qu'on appelle le Down Syndrome Regression Disorder. Donc c'est un trouble qui est lié à la régression dans le syndrome de la trisomie, qui est lié à la trisomie 21, à cause de ces perturbations immunologiques. Ça ne survient plus à 50, 60 ans comme une maladie d'Alzheimer un peu précoce, ça survient autour de 15, 20, 25 ans. Et par contre, ça, c'est traitable. Une équipe américaine, donc l'équipe de Santoro, a commencé à mettre des immunoglobulines en intraveineux pour ces patients qui régressaient autour de la vingtaine, et a montré que quand on mettait ces immunoglobulines, on améliorait des symptômes comme des symptômes de raideur, des problèmes de lenteur d'initiation du mouvement, des choses qui passaient pour de la régression. Et puis donc c'est vrai quand on met les immunoglobulines, et puis quand on arrête les symptômes, pour la moitié des patients, on va repartir. Ça, c'est connu depuis très peu de temps, à peu près 1 an, 2 ans maximum. Et nous, on avait une patiente qui avait ce type de symptômes dans la trisomie 21. On l'a traité par immunoglobuline. Et on a effectivement montré qu'il y avait une récupération pour cette patiente-là. Donc maintenant, on va être impliqué dans un essai clinique. On a obtenu un petit financement pour ça, pour le faire de manière plus générale pour des patients qui régressent. Et c'est pas si rare au sein de la trisomie 21 d'avoir une régression autour de 20 ans, mais qui est traitable. Donc le changement, vous voyez, il est totalement différent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on se disait, on a une trisomie 21, on sait que c'est des patients qui régressent à cause d'une histoire qui est peut-être une histoire d'Alzheimer précoce. On ne se donnait pas vraiment les moyens de comprendre ce qui se passait, on ne se donnait pas vraiment les moyens de traiter. Et là, on change complètement de perspective en disant, mais non, il y a peut-être des phénomènes au moment de l'adolescence qui sont plutôt des phénomènes d'auto-immunité, et on peut traiter avec des traitements plus innovants et qu'on maîtrise bien par ailleurs et qui sont safe pour la personne. Donc c'est vraiment le message, c'est qu'il faut absolument se donner les moyens de traiter et de comprendre ce qui se passe pour une personne. Alors tous ces phénomènes qui arrivent à l'adolescence, ça s'accompagne en plus d'un changement dans la structure des soins, puisqu'on passe de la pédiatrie, je vous ai mis ce bel hôpital tout mignon, blanc, très attirant, où tout est coordonné, les pédiatres, les neuropédiatres, les pédopsychiatres, tout le monde se parle, c'est formidable, les parents sont accueillis, et puis à l'adolescence,
On bascule dans cette espèce d'hôpital noir, là, terrible, où on cloisonne les spécialités, les psychiatres sont complètement séparés des neurologues, ils ne se parlent pas, ils ne s'aiment pas. On demande à la personne d'être autonome vis-à-vis de ses soins. Des fois même, on refuse de recevoir les parents en disant c'est la vie de la personne, ne vous regarde plus, les parents, etc. Et on n'apprend pas aux personnes à se repérer dans cet environnement médical complexe. Donc en fait, il y a un problème dans l'organisation des soins qu'il faut vraiment arriver à repenser, c'est qu'au moment précis où on a besoin d'innovation, d'accompagner le passage à l'âge adulte, en même temps on bascule dans une nouvelle structure qui est quelque part un peu hostile pour les personnes concernées. Et donc on a commencé avec les collègues à l'hôpital Sainte-Anne à monter un programme qui s'appelle le programme CIRAR, où on apprend aux patients et aux familles à quelque part l'autodétermination et à ce qu'on appelle l'empowerment. Je n'ai pas vraiment de bonne traduction pour ça, mais à la capacité de comprendre ce qui se passe et à intervenir sur les troubles et sur les symptômes et à se repérer dans ce monde médical très complexe. Alors je ne vais pas rester plus longtemps parce que il y a d'autres intervenants et puis on aura l'occasion d'échanger sur la table ronde, mais en gros les points que je voulais vraiment vous mettre en exergue pour cette intervention, c'est que oui, les enfants grandissent. Ça paraît trivial de le dire, mais on n'a jamais considéré cette question-là dans le champ de l'autisme. Malheureusement, on a considéré que l'autisme s'était fixé et que ça n'évoluait pas. Eh bien si, ça évolue avec des symptômes qui peuvent arriver plus tard, des évolutions positives d'ailleurs pour certains patients, et des évolutions plus défavorables qu'il faut pouvoir prendre en charge. L'autre point, c'est que l'autisme est une maladie très génétique, c'est parmi les maladies les plus génétiques, et pourtant on est en retard sur le diagnostic génétique, et il faut absolument faire ces diagnostics parce que ça permet de se préparer aux conséquences qui vont apparaître plus tard, voire, comme je vous l'ai montré dans ces exemples-là, à pouvoir envisager des essais cliniques, voire des traitements spécifiques et personnalisés. Et le dernier message, c'est que l'adolescence, c'est une période cruciale, c'est vrai pour tout le monde, et c'est vrai pour les personnes autistes, c'est vrai pour les personnes avec un handicap. C'est aussi une période de grands bouleversements, et il faut absolument s'y préparer, parce qu'il ne faut pas renoncer devant l'obstacle, la peur n'évite pas le danger, il faut accompagner ces changements-là entre l'enfance et l'âge adulte. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire, et évidemment ce neurodéveloppement devra se poursuivre, j'imagine. Alors c'est un peu moins mon champ, mais plutôt à l'âge adulte, il faut envisager ça. C'est pour ça que l'expression, je trouve, trouble du neurodéveloppement tout au long de la vie est une si belle expression. Et je vous ai mis, bien sûr, mon affiliation, mais surtout une adresse mail que vous pouvez utiliser si vous avez aussi des questions cliniques, puisqu'on fait des consultations pour les personnes avec des maladies rares, mais dans l'autisme, vous savez, ce ne sont que des successions de maladies rares. Aujourd'hui, une personne qui a l'autisme est très probablement atteinte d'une maladie rare qui n'est ou pas diagnostiquée une histoire génétique. Voilà, merci beaucoup.